Come on, God. Answer me. For years I'm asking you why. Why are the innocent dead and the guilty alive? Where is justice? Where is punishment? Or have you already answered? Have you already said to the world, here is justice, here is punishment, here... Du fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, non pas de la version longue, parce que certains auditeurs m'ont dit Cédric, je te convoque ici présent, quand est-ce qu'arrive la deuxième partie de la saga Rambo? Et je leur ai dit, pas encore. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour votre épisode, votre formule préférée, c'est-à-dire la version random. Et à 7e dimension, quand on aime, on ne compte pas. Le film que nous allons chroniquer ce soir, nous l'avons traité une fois, il y a 20 ans, dans le fanzine, dans la section film à réhabiliter. Et comme on l'aimait d'amour, on l'a remis une autre fois dans un dossier spécial qui s'appelait « Ils vivent dans les égouts ». Parce que la personne dont on va parler vit dans les égouts, voilà, ça fait partie de, on va dire, de ses occupations, voilà, de ses loisirs, et on le remet une troisième fois, vous l'aurez compris. Ce soir, on va parler du Punisher, mais avant toute chose, j'aimerais présenter, parce que si moi je suis quelque part le Faucon, il est Captain America. Si je suis Jamie Foxx, il est Colin Farrell. Cédric, comment vas-tu? C'est bien, merci. Dis donc, Colin Farrell et Captain America. Ouais, Ah oui. allez, Oui, c'est parti. Hein. tu sais, comme il le disait dans Incassable, le monde a besoin de héros. Voilà, on vit des temps sombres. Donc Cédric, on a besoin de toi. On sent un petit Cédric. Un Cédric un peu lointain, un peu fatigué. Un Cédric qui est en vacances depuis hier, donc qui va poser tout ça. Qui Eh va poser ben, toute la semaine et toute la période qui vient d'endurer dans son laborieux travail et ses laborieux travaux. mais heureusement, tu as 7e dimension pour donner un peu de sens à ta vie. On est d'accord. C'est ça. Alors, comme on l'a compris, parce que 7e dimension, plus personne ne l'arrête, hein, on monte en puissance, on monte en grade. Et quoi de mieux, en fait, pour parler du Punisher, que d'une spécialiste du Punisher, lectrice déjà du numéro 0 de 7e dimension, ça c'est un tour de force, et auteur d'un livre qui s'appelle Punisher, l'histoire secrète. Judith, bienvenue parmi nous. Tu vas pouvoir amener un peu de sérieux, comme Arthur a pu le faire avec la saga Rambo, dans ce podcast. Ah bah j'espère, oui.
Donc, on va faire un petit point un peu sur tes activités. Donc, alors déjà pour la petite information, chers auditeurs, auditrices, c'est que elle avait eu l'amabilité de m'envoyer une version du manuscrit il y a de cela quelques années que j'avais téléchargé, que j'avais mis sur un serveur qui a brûlé. Donc, du coup, j'ai fait comme tout le monde. Moi, j'ai acheté son livre, un livre passionnant, hein, 164 pages, publié en 2016. Et il paraît qu'une nouvelle version est en cours de déploiement. Bon, j'invente le mot pour ce soir. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Judith? Oui, il se trouve que la version qui est déjà sortie ne comprenait pas les de citations de mes interviews que j'ai faites avec le cast, avec l'équipe du film. Et donc j'ai d'abord décidé d'écrire une version en anglais et d'en faire la version définitive. Donc là, en mettant tout ce que j'ai pu mettre. Oh, Euh, ce qui est plutôt bien quand même, parce que te taper les deux versions, ça va, c'est pas mal quand même. oui, 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 ça fait quelques années que je suis dessus. C'est un peu comme vous devez connaître Melvin Z et son Mad Max, ses Ah ben livres Mad ça, Max. tu sais, c'est bien que tu fasses le petit parallèle parce que Melvin m'a accompagné pendant de longues soirées à essayer de glaner des infos sur Fury Road, tu vois. Donc déjà sur les forums de Mad Movies, hein, rien que pour dire ça, et j'ai suivi son activité en tant qu'auteur de ses livres. Il en est au compte de deux, hein. Je crois qu'il a sorti le dernier sur Mad Max 2, hein, si j'ai pas C'est de ça, bêtises. il vient de sortir le numéro 2. Il faudrait qu'on l'invite. Je suis sûr que tu l'as dans tes contacts, d'ailleurs, Judith. Je l'ai dans mes contacts, oui. C'est très bien. Tu me donneras ton adresse. Je te ferai livrer des fleurs comme à Cédric, je le fais souvent. Et nous aurons peut-être l'information. Non, Alors, attends, je rectifier une vérité, là, Eddie. oui. Tu as souvent promis de m'envoyer des cadeaux ici sur ces podcasts et j'ai jamais rien reçu. Il faut remettre la vérité où elle est. Et c'est un Et peu. William, qui a participé au dernier podcast il attend toujours sa poupée de cire. Oui, mais alors, tu sais, ma compagne pourrait te dire la même chose. Je crois que l'amour est nourri d'attente. Tu vois, moi, j'essaye que ça dure, en fait. Tu vois, qu'il y ait Ouais. des surprises ou pas, tu vois, et qu'il y ait de l'attente. Donc, revenons-en à nos moutons, parce qu'on raconte plein de conneries, c'est que le début, et on va le traiter sérieusement aussi. Judy, tu disais que, voilà, moi j'avais relevé 2016 pour le livre, que tu es encore sur une nouvelle version. Cette histoire-là, parce qu'on parle d'histoire d'amour, c'est un peu une histoire d'amour avec Punisher quelque part. C'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'est Dolph Lundgren, que je suis depuis 1987-88. Ah ouais, quand même. En fait, ça a été, pour tout vous dire, pour moi, il y en a qui ont aimé le cinéma avec Star Wars, qui sont devenus cinéphiles avec Star Wars. Moi, je suis devenu cinéphile avec les Maîtres de l'Univers. Oh là 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 là, bravo. Et tu sais que moi, petit, honnêtement, je crois, alors je sais pas si pour toi ça sera la même information, mais moi, je me rappelle de mon souvenir de gosse. Putain, je l'avais kiffé ce film, hein, alors que tout le monde après y a chié dessus. Mais je l'avais kiffé en étant gosse. Mais oui, mais oui. Mais Cédric. Et à l'époque, pour moi, c'était ouais, le meilleur film du monde. il y avait une grosse promo hein, qui hypait bien à l'époque, hein, moi je me rappelle. Hein. Ouais. Mais oui, après, ouais, ça passait bien quand tu avais un certain âge. D'accord. Bon, Cédric, on ne te convoquera plus parce que je sens que tu vas détruire notre jeunesse. Judith, je te redonne la main. Comme tu as vu, on est très mal poli ici. Donc oui, donc démarrage avec les maîtres de l'univers. Démarrage avec les Maîtres de l'Univers. Mais en parlant d'âge, justement, je pense que et nous probablement étions là à la bonne époque parce que c'était l'époque où il y avait beaucoup beaucoup de magazines de cinéma et de cinéma de genre. Hmm, Et encore mieux, de cinéma musclé. c'est vrai. Donc, il y avait par exemple Ciné News qui avait en plus toute une ribambelle de publications, Poster Plus, Ciné Rock, enfin bon, c'était une déclinaison pas possible, et qui traitait principalement de Stallone, Arnold, Dolph, Van Damme et accessoirement un peu de Michael Dudikoff, de Charles Bronson. Mais pendant 2-3 ans, ceux qui revenaient
presque à chaque numéro, c'était Dolph, Van Damme, Stallone et Arnold. Et C'est toi, vrai. tu dis que Dolph, c'était ta porte d'entrée parce qu'il a représenté quelque chose de particulier. Comment il s'est singularisé là-dedans pour toi? Je me suis vite identifié à lui. En fait, j'ai vite trouvé quelque chose qui était différent chez lui et qui n'était pas forcément le côté badass, même si à l'époque ça jouait. Mais il y avait quelque chose derrière sur lequel je pouvais pas mettre de mots, euh, qui m'intéressait chez lui. Quelque chose d'un peu, je pense que je captais quelque chose de sa personnalité qui transparaissait un peu dans ses photos. Il y avait quelque chose dans son regard qui était pas si sûr de lui que ça, et ça me parlait. Hmm. Parce que tu vois, à contrario, moi je vais essayer de me remémorer quand j'étais gosse. Bon, le démarrage, c'est quand même Rocky 4. Et effectivement, dans la pire chose qui peut t'arriver dans la vie quand t'es gosse de croiser un coin de rue, c'était soit du coup un nazi énervé, soit le russe de Rocky 4. Tu vois, ça faisait peur quand même, tu vois, dans son regard. Et c'est vrai que je pense que tu pourras contrebalancer ce truc-là, parce qu'en lisant ton livre et en ayant suivi un peu sa carrière, et ça va aller dans le sens de ce que tu viens de remonter. C'est une personne, mais apparemment, hein, de ce que j'ai pu lire, parce que je ne le connais pas, mais qui est hyper gentil, qui a le cœur sur la main, qui n'a rien à voir en fait au final. C'est vraiment des rôles de composition. Il est loin de la violence en fait du regard qu'il peut avoir dans ces films-là. Ah oui, complètement, complètement. Donc, du coup, point de démarrage là-dessus. Donc, en fait, ce livre, c'est quand même l'histoire d'un tiers de vie quasiment. Si on regarde bien le temps entre l'écriture, la sortie et aujourd'hui, ça fait quand même pas mal de temps. T'as d'autres activités à côté de ça? Est-ce que tu peux nous en parler ou avant qu'on rentre dans le film? Bah, j'ai eu un parcours un peu chaotique autour du cinéma, où j'ai travaillé un peu dans la distribution chez Metropolitan, Ok. en passant aussi par la case HK Vidéo. Bon, t'as Euh, connu les grandes heures déjà de Metropolitan HK. ah bah je suis arrivé en fait juste avant la sortie du Pacte des loups. Bon, oh là 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 là. Génial. Et juste avant qu'il sorte du coup un an plus tard Le Seigneur des Anneaux. Ouais, Donc ouais, c'est. c'était vraiment la période de transition entre la boîte familiale un peu bordélique qu'ils étaient à ce moment-là, et 2 ans plus tard ils déménageaient dans des locaux, c'était le Palace, je crois que c'était un ancien ministère ou quelque chose comme ça, et ça n'avait plus rien à voir. Alors que les premiers bureaux sur les Champs-Élysées près de l'UGC Normandie, ouais, c'était un peu le bordel partout, mais c'était un joyeux bordel, et c'était assez familial comme ambiance, et ça, je regrette pas d'être passé par là. Puis en plus, j'ai pu, contrairement à des grosses boîtes, j'ai pu un peu tourner et voir un petit peu tout ce qui se passait dans chaque service. Ah, mais ça a dû être ça a dû être une expérience incroyable. Parce que si c'est juste avant le Pacte des loups, donc ouais, t'arrives après Crying Freeman, tout ça, enfin, toute Ouais. cette période-là, quoi. Donc, et d'ailleurs, la distribution, hein, pas la. Alors, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est vraiment la distribution des premiers Tarantino aussi, si j'ai pas de bêtises. Oui, True Romance. oui, alors là, ça faisait quelques années quand même, puisque Mhm. True Romance, c'est 93, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Réservoir Dogs, ils l'ont sorti en 92. T'avais le Roger Avary aussi, Killing Zoe, qu'ils avaient distribué Killing aussi. Zoe, ouais, ouais. Et Et produit, hein, je crois. oui, oui, coproduit. Et moi, en fait, quand j'y étais, il y a eu 1 ou 2 ans plus tard, il y a eu le nouveau Roger Avary, Les Lois de l'attraction. Ah ouais, 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 putain, ouais, sacrée époque. Sacrée époque. Roger Avary, c'était un grand ami de Samuel Hadida et de Christophe Gans. Mhm. Et il a bossé sur plein de projets, souvent non crédités.
Je sais qu'il a fait une passe sur le scénario de Crying Freeman. Il a coécrit Silent Hill avec Christophe Gans. Mhm. Et il a bossé sur plein d'autres projets qui étaient potentiellement pour de la prod. Alors il y en a qui se sont faits, il y en a qui se sont pas faits. Mais ouais, il y a vraiment un truc avec entre Metropolitan et Roger Avary. Ok. Et après, la suite, on va dire, pour toi, tu vas dans quelle direction après? Alors après, je suis parti aux États-Unis, j'ai fait une école du cinéma parce que je voulais apprendre la prod. Ok. Et avant ça, j'avais fait des études de cinéma à la fac, mais bon, c'était surtout théorique. Mais bon, j'ai quand même, ça vous le savez peut-être pas, pour ma maîtrise, j'ai balancé un mémoire sur Dolph Lundgren. Mais non, mais c'est génial. Mais c'est génial. C'est ce qu'on a envie d'entendre, en fait. Ah oui. C'est ce que les universités veulent. Ah Donc, bah écoute, non, non, C'était c'est c'était super. inattendu d'aborder Dolph Lundgren dès le début, assez tôt, toi, sur la présentation de ta maîtrise, d'un travail fouillé. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça t'offrait comme toi, comme décalage par rapport à ce qui se faisait habituellement? ce qui se faisait habituellement, c'était soit des mémoires sur les réalisateurs de la Nouvelle Vague, ou alors un peu moins prout-prout. Il y avait des gens qui travaillaient sur Tim Burton. Moi, en fait, ça s'est joué. J'hésitais entre écrire sur Takeshi Kitano et écrire sur Dolph Lundgren. Et je suis allé voir mon directeur de maîtrise. Et je lui ai proposé plusieurs sujets. Et puis je lui ai dit oui, mais ce que j'aimerais bien faire, c'est quelque chose sur l'acteur Dolph Lundgren. Alors il a fallu un peu que je lui dise qui c'était. Ouais, parce Et à ce moment-là, lui, il en était où dans sa carrière? Il était alors, à un moment où il produisait encore des films visibles, ou il avait... il tournait encore des films, mais qui étaient tous en DTV. Ouais. Et c'était plutôt une partie de sa carrière un peu. C'était pas la meilleure. Et donc, Après, ça variait de titre à titre, mais en tout cas, au niveau popularité, c'était probablement là où il était au plus bas. Comme les et, autres actionneurs des années 80, c'était la période de creux, en fait, un peu C'est vrai, pour tout ce c'est vrai. cinéma-là. Mais Ouais. lui, comme il était déjà pas à leur niveau, du coup, il était encore plus bas. du coup, tu fais un... Bon, j'imagine que tu as le diplôme, parce qu'avec un sujet pareil, on ne peut qu'avoir son diplôme. On est d'accord. Oui, oui, j'ai mon diplôme, j'ai eu une mention assez bien. Faut savoir aussi que j'ai passé 2 ans dessus et que moi, contrairement à ce que je peux laisser paraître avec un livre de sortie, etc., en fait, je suis très lent pour écrire et j'ai dû terminer mon mémoire dans les dernières 48 heures sans dormir avant de le rendre parce que c'était la dernière. Écoute, j'ai envie de te dire, avec une histoire pareille, à l'heure de ChatGPT, hein, pour les plus jeunes qui nous écoutent, tu passes sûrement pour une extraterrestre, hein, donc je crois qu'ils ne savent même plus de quoi tu parles. Donc non, non, c'est déjà très bien. Après que bon, après comme on dit, hein, la vitesse d'écriture, ça c'est propre à chacun ou autre. Et tout ça t'amène, parce que moi j'essaye de défricher un peu le terrain, hein, pour que les auditeurs auditrices te connaissent un peu mieux. Tout ça t'amène dans quelle direction? Mais Judith, que fais-tu aujourd'hui à part faire ce film? Dis-nous tout. Aujourd'hui, je suis dans une période un peu de transition. Je sais pas trop quoi dire, si ce n'est justement que je suis en train de finir la version longue du livre. Euh, mais il y a plusieurs choses dans ma vie qui ont fait que j'ai pris un peu de distance par rapport au cinéma. Euh, mais déjà, je suis en train de terminer mon livre qui m'a pris pas mal d'années. Ben, c'est déjà un bon point, hein.
Donc, maintenant qu'on connaît un peu mieux, du coup, ton histoire par rapport à Adolf Hitler, ben on va rentrer dans le vif du sujet. Et Oui. avant de définir hein, les origines, parce que c'est une adaptation, parce qu'il y a un matériau d'origine, hein, c'est bah, déjà voilà, de raconter un petit peu, ça c'est un petit peu ce qui se passe quand on fait une vérif, c'est de dire bah, à quel moment on a découvert le film. Alors, en tout cas, je vais introduire. Moi, pour ma part, c'est pas une vision sale, c'est plutôt une vision télévisée. Et si je dis pas de bêtises, j'avais dû enregistrer ça en fait. Je crois que c'était encore sur M6, hein, comme toujours, hein. Et ça a été une claque parce que bien entendu, quand on aime Commando. Et ben, on ne peut qu'aimer le Punisher, forcément, donc ça va avec, hein. Moi, c'est ma période. Ouais, j'arrive bien à le resituer parce que je crois que je le découvre en même temps. J'ai découvert American Warrior 2, qui n'est pas American Warrior 2, mais qui a d'autres films, mais c'est très bien quand même. Et sur Canal, j'ai déjà vu Commando, je me tape le Punisher, et c'est vrai que je lisais déjà on va dire entre guillemets des comics, mais comme on avait nous chez nous, hein, on avait Nova ou Strange, donc j'avais déjà pu avoir une certaine connaissance de ce qu'était le personnage en fait du Punisher. Et typiquement, on va pas se mentir, moi à cette époque-là, je suis biberonné à Ken le Survivant, donc le Punisher ça me va très bien en fait. Je me régale plus Ah avec le oui. Punisher et Ghost Rider qu'avec les aventures Spider-Man. Donc forcément, et on verra la particularité de cette adaptation, c'est que quand j'enregistre le Punisher, je dis waouh, il y a une adaptation, mais à aucun moment, en fait, c'est estampillé Marvel. Ça sera toute la particularité de ce film-là. Et pendant un moment, hein, tu te poses la question quand même, mais bon, c'est quand même voilà, c'est quand même un film officiel. Donc voilà, moi, pour ma découverte de l'œuvre. Bon, Cédric, on va le dire quand même, hein, vas-y. Comment tu l'as découvert, toi, le Punisher? Dis donc, dis-moi. Mais attends, mais moi je l'ai découvert comme tout le monde, mais ça veut pas dire que je l'avais regardé. Donc c'était quelque Ah, chose que je voyais traîner ici et là. Après, Marvel, ça n'a jamais été vraiment, moi, ma culture. Tu vois, même les brèves tentatives que j'ai eues là-dedans n'ont jamais provoqué chez moi une stimulation importante. Et donc, j'ai regardé Punisher il y a pile une semaine, dimanche dernier, pour ce podcast, parce qu'il fallait bien que je me mette à jour. Et voilà, j'en suis là, moi. bon, c'est très bien. Donc, en fait, ce que les auditeurs auditrices comprennent, c'est que t'es pas trop Marvel, t'es plutôt Spirou et Fantasio, quoi. Toi, t'es plutôt un peu franchouillard, c'est ça? Astérix. Ouais, ouais. Astérix, voilà. Bon, non, mais il faut, tu sais, c'est comme en radio, il faut 20% de culture française à l'intérieur, on vient de le faire. Judith, pour ta part, moi, je sais que t'as une histoire très particulière avec la découverte du film. Bah, du coup, pour poursuivre ce que je disais tout à l'heure, donc déjà à 9-10 ans, je lisais les magazines qui sortaient. Et Punisher, c'est un film qui a été annoncé très très tôt. Donc j'ai d'abord vu une toute petite notule dans Ciné News qui disait Dolph Lundgren va tourner dans l'adaptation de la bande dessinée Punisher qui sera réalisée par Mark Goldblatt. Et peu de temps après, donc entre-temps le film se tourne et peu de temps après, il y a le magazine Starfix qui sort les premières images du film. Donc en fait, c'est des photos promo de Dolph en tant que Punisher avec un article. Et ils sortent ça juste après le tournage. Donc c'est un peu comme maintenant des fois premier jour de tournage, on envoie une photo sur les réseaux sociaux. Mhm. Starfix, ils étaient quand même déjà sur les starting blocks. Et ensuite, très vite, tous les autres magazines ont enchaîné. Pendant un an, il y avait des articles régulièrement. Et quand je dis des articles, c'est des dossiers. C'est 4 pages, 6 pages, 8 pages sur Punisher, donc avec des interviews de Dolph, avec une ou deux interviews de Mark Goldblatt, le réalisateur. Et donc c'est un film que j'ai attendu. Et quand il est sorti, bah moi j'avais quel âge? J'avais 10 ans et demi, pas plus. Ça faisait déjà un an que j'allais au cinéma seul. Et, euh, et quand il est enfin sorti, donc en octobre 1989,
Le jour de sa sortie, je vais acheter le programme, l'officiel des spectacles. Et patatras, le film est interdit aux moins de 13 ans. Ouais, ouais. C'est ce qui Et là, arrive des fois. faut mettre des échasses. Bah, heureusement, ça c'est la seule chose que ma puberté précoce m'est apportée. Je faisais plus âgé que mon âge. Bon, c'est déjà ça de prix. Voilà, c'est déjà ça de prix. Et j'ai réussi à convaincre mes parents de me laisser y aller, même si en plus le film ne se jouait pas dans ma ville. Donc il a fallu que je prenne le train de banlieue pour aller dans une autre ville euh, pour voir le film. Ouais, très motivé déjà. On peut noter ça. Ah bah moi quand il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est tout de suite motivation 200%. Ce que vous ne savez pas, chers auditeurs, auditrices, c'est que Judith a aussi pris le train de banlieue pour venir dans cet épisode ce soir parce que ça l'intéresse aussi. Voilà, je tenais à le dire aussi au passage. Voilà. Cédric, ça te rappelle ta folle jeunesse, toi aussi, tu faisais des trucs comme ça, toi, hein. Toi, t'étais presque dans un film de Spielberg. Tu m'avais dit que tu prenais ton vélo avec tes camarades et que tu t'échappais pour aller au cinéma. C'est pas ça l'histoire? Non, je me demandais si jeudi, tu avais croisé le petit garçon de jeu d'enfant dans le métro qui se baladait avec une poupée. Ah, pas mal. Non, non, heureusement Ah, d'ailleurs parce que ah, mais c'est chouette. Moi, j'aime bien. Tu sens bien qu'il y a de l'attente. Moi, j'y suis allé un peu plus tard, tu vois, au cinéma tout seul. Il m'a fallu 2, 3 années supplémentaires, mais je vois bien à travers ce que dit Judith, l'engouement, tu vois. Il y avait un truc, il y avait un appétit, il y avait une hype qui s'était construite pendant un an parce que à l'époque, c'était ça aussi, tu vois. C'est-à-dire, tu pouvais avoir. Alors, il me semble que Punisher a pas eu les mêmes sorties sur tous les pays. Mais souvent, à cette époque-là, tu avais un film qui pouvait sortir aux États-Unis et il venait en France qu'un an plus tard. Donc, tu avais le temps, t'avais le temps. Puis là, si en plus il y avait une lecture de dossier, des articles réguliers, tu avais le temps d'imaginer ou d'avoir envie de manger ce truc-là, quoi. ah bah oui, ah bah oui. Et ça y est, j'ai perdu mon train de pensée. Et donc, tu arrives dans la salle et tu te Non, retrouves alors du face. coup, Non? j'arrive au cinéma. Il se trouve que c'était, je crois que c'était les vacances de la Toussaint. Et je vais à la caisse. Donc évidemment, toute timide, une place pour Punisher. On connaît. Et je suis passé sans problème jusqu'à ce que que je tombe sur l'ouvreuse. C'était encore à cette époque. Il y avait une ouvreuse d'un certain âge, un peu style vieille institutrice, je sais pas si vous voyez. Ça, on Ouais, adore. bien, Ça, ouais. on va très bien. On va très bien. On peut Je tolérer. suis sûr, je la vois Qui, tellement bien qui, qu'elle avait qui- les lunettes pointues. Je Elle suis joue sûr. pas dans Misery, elle? je sais pas, mais elle avait des lunettes, ça c'est sûr. Et elle me regarde de haut. Elle me dit, on a 13 ans? Et moi je dis oui. Et elle m'a laissé passer. Mais Elle je a pense bien qu'elle fait était son sur job, le bien point de sérieux. me renvoyer en dehors du cinéma. Est-ce que tu imagines le pouvoir qu'elle a eu ce jour-là? C'est-à-dire que si c'était non, il n'y avait pas de livre. Tu vois le truc? Ça se joue à rien en fait, hein. Ah, j'ai jamais remonté le fil comme ça, mais en effet, peut-être que, ouais, je sais pas. Ouais, je l'aurais vu d'une façon ou d'une autre. Et comment tu reçois le film alors, là, à 10 ans, avec tout ce que tu en as accumulé comme fantasme? Eh ben, je le reçois, je pense que j'avais jamais vu un film comme ça. Parce qu'il y a quand même une certaine ambiance. Euh, le, le film, moi je dis, c'est à la fois typique des années 80 et en même temps, c'est pas du tout typique des années 80. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis entièrement d'accord. Moi, Euh, je voudrais bien que ce soit développé, ça un petit peu. Moi qui suis passé un petit peu à côté, justement. ouais, Bon, mais je vous propose qu'on le développe peut-être tout à l'heure, parce que ça va être un... T'inquiète pas, hein, Judith, hein, je te repasserai la main. Mais d'accord. comme on a encore pas mal de choses à raconter sur le point d'origine, etc. Mais Oui, cette particularité, de toute manière, comme elle infuse en fait l'œuvre en elle-même, on sera obligé d'y venir. Donc ne t'inquiète pas là-dessus. oui, oui. Donc Cédric, tu seras obligé d'attendre. Voilà.
et de revoir le Punisher en attendant. Me voilà bien parti. Voilà, exactement. Donc, du coup, 10 ans, l'ouvreuse à lunettes qui te permet d'entrer. Parce que moi, j'ai une information, je sais sur quoi ça va déboucher, parce que tu m'en as parlé, Judith, quand on s'est eu pour la préparation de cet épisode. Et du coup, une seule vision suffit? Ah non, non, non. Mais non, du coup, je suis allé le revoir encore 3 fois. Donc, Avec le Voilà, même, je l'ai avec le pris même trajet à chaque fois et la même ouvreuse. au même cinéma, avec le même trajet. Alors, je sais pas pourquoi, cette ouvreuse-là, je l'ai pas revue. Le type à la caisse, qui je crois était le gérant, c'était toujours lui qui était derrière la caisse. Il me laissait passer comme ça. Il m'a juste fait un jour une réflexion du style ah bah dis donc, encore, il vous ah oui, non, passionne mais ce film. je vois bien la phrase, tu sais, typique que tu peux avoir dans Creepshow, tu sais. Ah, pas marre de regarder ces conneries, tu vois. Je vois très bien. Je vois très bien le truc qu'il a dû penser, quoi. Et surtout, ah oui, un autre truc qui est là aussi, c'est d'époque. Aujourd'hui, c'est la préhistoire, mais chez moi, on n'avait pas de magnétoscope. On avait une télé noir et blanc. Ah ouais, quand même. Et je me rappelle que quand je suis allé revoir le film pour la 4e fois, j'avais dû quand même un peu discuter avec mon père. Et, et, et en gros, je lui ai dit que je savais pas si j'allais un jour revoir ce film de toute ma vie. C'était peut-être ma dernière chance de le voir. Oh, c'est beau comme histoire, j'aime bien. Surtout que à l'époque, il me semble que les sorties vidéo, c'était pas systématique. Non, et puis ça Donc, coûtait une blinde, hein, puis aussi, hein. ça coûtait une blinde, mais bon, tu pouvais les louer. Cette année-là, moi, du coup, comme on n'avait pas de télé couleur, on n'avait pas de magnétoscope, bah, les Maîtres de l'Univers, je louais la cassette et j'allais la voir chez ma cousine qui avait un magnétoscope. C'était un autre mindset, hein, quand même, hein, tu vois. Ah ouais, ouais. Je pense pas que les gens, là, tu vois, qui regardent les nouveautés Netflix se font autant de salamalek pour aller, pour voir un film. Mais c'est ça aussi qui fait que, ben oui, l'œuvre, ben, quelque part. Tu donnes de ta personne, donc non, non, c'est très bien. C'est pour ça que je voulais que tu nous racontes un peu cette jolie histoire qui fera écho. D'ailleurs, j'encourage en fait les jeunes auditeurs, auditrices à aller regarder les nouveautés Netflix dans une autre région que leur région en fait, en prenant le train. Et comme ça, pour voir si vraiment le film est bien. Voilà, tu vois, plutôt que de râler sur les nouveautés. Donc ça, merci pour cette jolie anecdote. Nous, on va piloter un peu, hein, pour avancer, hein, parce que sinon on va avoir des commentaires du genre quand on parle du film, parce que moi j'étais venu voir Punisher, vous en parlez pas, on n'entend pas Cédric, voilà tout ça quoi. Donc bah, Punisher, avant d'être ce fabuleux film que tu as... Oui, Eddie, je t'interromps. Quand est-ce vas-y. que toi, tu as vu Punisher? Tout à l'heure, tu as dit que tu l'avais pas vu en salle, mais Oui. je crois que tu as un petit peu sauté le sujet. Moi, Bah, je pense que les auditeurs ont besoin de savoir et ont envie de savoir, toi aussi, comment tu t'es confronté à ça et à quel moment, si tu as un petit bon, souvenir. bah, globalement, moi j'ai... allez, attends, on va remettre le... Ouais, je dois avoir 11 12 ans. Tu vois, Commando m'avait suggéré l'idée qu'il fallait que j'ai une petite cabane dans le jardin avec des arbres. Bon, bah, avec Punisher, ça, j'avais trouvé un métier, en fait. Voilà. Tu vois, je m'étais dit, bah, c'est comme ça, en fait. Tu vois. Et ça laisse toujours des traces, hein. Tu sais, aujourd'hui, quand je suis en colère, je repense un peu au Punisher, tu vois. Et voilà. Mais globalement, moi, il m'a marqué, hein. C'est un des films. Voilà, j'ai cité la Sainte Trinité de quand j'étais gamin, hein, Commando, American Warrior 2 et celui-là, quoi, hein, tu vois. Donc, Commando étant ce qu'on peut appeler une comédie sentimentale à côté, tu vois, parce qu'il y a une fin heureuse. Donc, alors que dans les autres, non. Voilà. Donc, voilà, pour moi, si j'en reparle une troisième fois via Septième Dimension, c'est que pour moi, il est important, hein. J'ai publié sur les réseaux, j'ai la VHS. J'ai le Blu-ray collector. Oui, oui, j'ai la VHS enregistrée d'époque, les amis, hein. Donc, voilà. Je ne plaisante qu'à moitié. Donc, tout ça pour dire que ce Punisher, avant d'être une adaptation par Mark Goldblatt, donc que nous allons présenter
peu après. Ben, c'est un comics, hein, ça on l'a évoqué, et je compte sur toi, Judith, pour compléter mes informations. Moi, je n'ai retenu que sa première apparition, donc créée par Jerry Conway en 74, et c'était dans le Amazing Spider-Man numéro 129 que Monsieur Frank Castle apparaît. Et Avant, qui n'est avant qu'il soit nommé Frank Castle. avant, oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire, parce qu'il n'est pas nommé Frank Castle, on n'a pas le background au départ, hein. Ça vient plus tard. Ça vient plus tard. Donc, eh ben, le Punisher, ce qui est aussi quelque part, parce qu'il y avait une différenciation entre Marvel et DC. DC étant plus lumineux, Marvel, si on peut résumer, ce sont quand même des personnages qui généralement ont plus ou moins des problématiques. C'est ça qu'il y a toujours plus chez Marvel. Et c'est vrai que le Punisher, on va directement, en fait, dans un ersatz en bande dessinée. Eh ben de Charles Bronson, hein, et du Vigilante, hein, d'un genre qui avait émergé, on va dire, oui, dans les années 70, et le Punisher en est la version en fait bande dessinée quelque part, hein. Est-ce que je me trompe, Judith? Oui, puis je vais ajouter aussi que Jerry Conway, il a parlé aussi d'une inspiration, et ça va paraître évident. C'est euh, un roman. Alors, comment on appelle les pulp novels en français? Eh ben, comme on est con en France, on appellera ça les pulp novels, hein, voilà. Voilà. Donc voilà, les romans Euh, pulp, ils disent souvent romans de gare pour Ouais, t'aider. voilà, c'est une petite série Z. Et on arrête un peu, Cédric, je te vois arriver déjà de suite. donc, il y avait dans les années 70, mais un peu avant, The Executioner de Ok. Pendleton, qui est l'histoire d'un mec qui va faire sa vendetta contre la mafia. Ok. Et Et attends. c'est assez populaire, ça a failli être adapté par William Friedkin avec Stallone au même moment que Punisher. Oui, il vient de me remonter une série télévisuelle aussi à l'époque. Attention, on va réveiller un petit peu les anciens et les anciennes dans les chaumières. Un flic dans la mafia. Putain, je l'avais sur le bout de la langue. Ça te parle, ça, Cédric? J'ai adoré. C'était le rendez-vous du dimanche. C'était d'un suspense incroyable. Avec Kevin Spacey déjà à l'époque, hein. Ah bon? Et oui, 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 il était, moi, ça m'a marqué, il s'était fait torturer un peu comme dans un scénario de Shane Black. Et effectivement, c'était un mec de la mafia, mais tu sais, il était un peu sympa, on savait pas trop. Et c'était Kevin Spacey. Putain. Eh ben, tu sais quoi? Ouais, un flic dans la mafia, c'est un truc que j'aimerais bien revoir, mais mis au goût du jour, tu vois. C'était vraiment bien. Eh ben, écoute, septième dimension grossit, écris un script. Judith a du réseau, on sait jamais sur quoi ça peut déboucher. Il faudra aimer Punisher par contre, hein, pour que ça soit vendu. Donc voilà pour C'est le quoi qui personnage. caractérise le personnage du Punisher, alors, du coup? Eh ben Judith, je te passe la main. Oh là. Ce que m'ont dit les personnes que j'ai interviewées chez Marvel, c'est que une des particularités du Punisher comparé à un Justifié dans la ville, par exemple, c'est que c'est un ex du Vietnam, évidemment, et dans sa vendetta, il utilise des tactiques de guerre. Donc il a un mode opératoire très militaire, en fait, très calculé, très préparé. Ce qui n'est pas forcément repris dans les adaptations cinéma et autres. Oui, 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 c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a ce côté-là et autre particularité aussi qu'on peut avoir sur le personnage, comme un peu Tony Stark, hein. Bon, alors lui, il n'a pas l'argent, bien entendu, mais il n'a pas de super pouvoir. Voilà, c'est juste Ah euh, oui, son, oui. su- son super pouvoir, en fait, il est simple. C'est que on a exécuté sa famille et que le mec est sans foi ni loi maintenant. Voilà, c'est la vengeance comme moteur. Et c'est ce qui en fait aussi un personnage, je pense, et Judith, peut-être que tu me rejoindras là-dessus, qui en fait aussi un personnage fascinant et qui est aussi le terrain d'expérimentation d'un réalisateur comme George Miller avec les Mad Max,
par exemple. Oui, oui. Bah, il y a des allers-retours qui se font dans tous ces personnages de cette époque. Il y a vraiment des allers-retours entre les personnages de cinéma, la BD et même les films entre eux. Après, pour un lien avec Mad Max entre Mad Max et le Punisher de 89, on pourra y revenir parce qu'il y a beaucoup de techniciens du film qui ont bossé sur les Mad Max. Oui, oui, et notamment pour la conception du costume. Donc voilà, on a une base. Ce qu'il faut comprendre aussi pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est qu'à l'époque, Marvel, ben, c'est pas un studio. Donc Marvel, ça édite des bandes dessinées. Et Marvel, c'est aussi un petit peu dans une période un peu compliquée en termes de vente, hein, je parle pour la bande dessinée, parce qu'il n'y a pas de... Donc là, quand le studio, derrière la production de cette première adaptation, se positionne, c'est pas quelque chose non plus, c'est pas des droits où il faut se battre pour les avoir à un certain prix. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Judith, là-dessus? Non, mais alors ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, Marvel était vraiment pas à son plus fort. Et en 86, c'est un studio indépendant, New World Pictures, qui rachète la Marvel. Et New World, ici, ça nous parle, parce que New World, c'est un studio qui finance déjà bah, de la série B, et notamment de la série B horrifique, hein. Donc, si je dis pas de bêtises de tête, il me semble que New World, c'est derrière. Tiens, on va faire une petite passe avec un épisode qu'on a fait. Il y a du Hellraiser dans Oui, l'ADN de New World, si je oui. dis pas de bêtises. Alors, et juste pour la petite histoire, à la base, New World, c'était créé par Roger Corman, qui a revendu sa boîte 10-12 ans plus tard. Et donc là, on est dans la deuxième partie de la vie de New World et les mecs qui ont racheté la boîte essayent d'en faire un mini studio. Donc c'est pour ça qu'ils se positionnent pour racheter Marvel. Ils vont même essayer de racheter des firmes de jouets comme Mattel ou Kenner. Ouais, donc on est déjà sur une période qui est intéressante, hein, parce que dans les légendes urbaines, hein, on avait aussi la Canon hein, qui s'était positionnée sur du Spider-Man, sur du 4 Oui. Fantastique, des choses comme ça. Et donc, du coup, il y a un Pardon, mais premier... Oui, pardon, ils ont un lien du coup avec le projet des Maîtres de l'Univers, Non, de production. c'est Canon qui a un lien avec les maîtres de l'univers. et c'est vrai que à ce moment-là, il y a quand même... Alors, parce que j'ai parcouru bien dans le détail ton livre, hein, et d'ailleurs que je recommande, hein, de toute façon je mettrai le lien vers les différentes plateformes dans la description de cet épisode. On a quand même un scénariste qui écrit le projet, si je dis pas de bêtises, sans qu'il y ait la commande hein, quelque part. Il y a déjà une première ébauche de cette adaptation qui sera finalement ce Punisher-là. Alors, c'est un jeune scénariste qui s'appelle Boaz Yakin, qui à l'époque est encore très jeune, il a 22 ans. Et il est étudiant à la NYU Film School. Et en fait, il est fan de bande dessinée, fan de Marvel et notamment du Punisher. Alors, il se trouve que dans un des projets qu'il a fait dans son école, il fallait qu'il écrive un scénario et il en a en partie fait une sorte de Punisher, même si c'était pas tout à fait ça. Et puis un peu plus tard, lui, il aurait voulu faire une adaptation de Batman, mais évidemment, il était encore pas connu, etc. Donc c'était impossible. Et il a appris que donc New World avait racheté la Marvel. À cette époque-là, j'imagine que c'était peut-être un peu plus facile qu'aujourd'hui. Il a réussi à avoir un rendez-vous avec un des prods là-bas euh,
pour essayer de les lancer sur une adaptation de Punisher. Donc c'est un peu cette adaptation, c'est un peu un des premiers fan-films qui soit, parce que en fait c'est pas le studio qui a initié le projet, c'est venu de lui. Oui, c'est pour ça que ton livre est plutôt bien documenté et pour les auditeurs auditrices, Boz Yakin, on peut le comparer en début de carrière un peu au coup qu'a fait Shane Black, c'est-à-dire que quand il écrit La Relève, The Rookie, pour Clint Eastwood, ben, c'est le premier scénario qui vend, et d'entrée de jeu, ça lui fait un nom, en fait, hein, à Hollywood. Ce qui va l'amener derrière, en fait, à passer à la réal. Donc, on lui doit à la réal et au scénario Fresh. Il va ensuite enchaîner Safe, le plus beau des combats avec Denzel Washington, un Statham, parce que nous on aime bien ici Jason Statham, hein, tu l'as pas cité Judith, hein, mais bah, en même temps c'était pas l'époque, hein. Mais voilà, Safe c'est plutôt fréquentable. Bon, après derrière, bon, moi, on va quand même le dire, il y a quand même un scénario derrière Une nuit en enfer 2, c'est lui qui l'a fait. Dirty Dancing 2 et Prince of Persia. Bon, après, bon, qui nous sommes, nous, pour juger, hein. Est-ce que si on me demandait, moi, à coup de millions de dollars d'écrire une adaptation de Prince of Persia, je le ferais pas. Mais en tout cas, les débuts sont quand même notables. Est-ce que, Cédric, on t'apprend plein de choses. Est-ce que c'est des choses que tu avais relevées, toi, de ton côté? Parce que Cédric prépare les Non, épisodes. non, moi, tout ça, je découvre un petit peu. Je trouve ça, non, ça me plaît bien de me mettre dans cette ambiance de production et de distribution et de voir un petit peu qui est derrière tout ça. Non, c'est bien, c'est chouette. Donc à la question que je te renvoie, Judith, qui arrive en premier sur le projet, Dolph Lundgren ou le réalisateur Mark Goldblatt? Non, c'est Mark Goldblatt. Mais ça a mis un peu de temps. Parce que donc Mark Goldblatt, d'abord, faut peut-être le resituer aussi, parce que c'est Mhm. pas n'importe qui. Mark Goldblatt, Exactement. c'est un des meilleurs monteurs hollywoodiens à l'époque, et notamment monteur de films d'action, de SF. C'est le monteur des deux premiers Terminator, c'est le monteur de Commando, Ah ben ça. Ah ben ça. c'est le monteur de Rambo 2. Et j'en oublie. Donc il a une carrière de monteur. C'est une des stars du montage à cette époque. Si je peux Euh, t'aider ouais, sans te couper, vas-y. parce que j'avais tout noté. Piranha, alors pour les plus notables, hein, Piranha, Hurlement, Halloween 3, donc ce que tu as relevé, Predator 2, Le Dernier Samaritain, True Lies, Starship Troopers, Armageddon, et son dernier fait d'armes, c'est le remake du Justicier par Eli Roth en 2018. Donc c'est un peu Dieu le Père en montage, hein, quand même, hein, quand on voit juste ces titres-là les plus connus. Ouais, ouais. Et il était aussi, alors entre-temps, il a fait un peu de réalisation de seconde équipe et il a bossé notamment sur Robocop Oui, euh, j'ai entendu ça, alors, je sais plus. avec Paul Verhoeven, Oui, dont il a tourné certaines séquences. Oui, c'est toi qui l'avais remonté parce que je sais plus maintenant, vu que j'ai lu ton livre et j'ai fait mes recherches. Mais effectivement, tu l'avais remonté, qu'il avait réalisé certaines parties via la seconde équipe pour Robocop. Parce que du coup, il voulait se diriger un peu vers la réalisation. Et donc avant Punisher, sa première réalisation, ça va être le bien nommé Flic ou Zombie, Dead Hit en anglais, et donc pour la New World. Et ben ça, c'était un film de chevet de Cédric. Bah oui, mon film de communion. Mais oui, en fait, bon, moi, j'avais pas peaufiné autant le mec, le CV qu'il a en tant que montage. Et en effet, c'est impressionnant, hein. Et du coup, il me vient une question un petit peu, mais peut-être qu'on y répondra plus tard. Qu'est-ce qui fait le grand écart entre sa carrière de monteur et celle de réalisateur qui est assez rincée quand même? Bah, déjà, je pense qu'il fallait qu'il fasse ses preuves. Donc c'est pour ça qu'il a commencé petit. Et ensuite, bah, justement, ça va venir plus tard, mais le Punisher ne sortira pas en salle aux États-Unis. Et ça va jouer beaucoup contre lui. Et du coup, bah, comme évidemment, il a besoin de bouffer et
Et il était très demandé en montage, il est vite retourné dans la salle de montage. Ouais. Et toi, peut-être qu'on le dira plus tard, mais est-ce qu'il y a des explications du fait que le film n'est pas sorti en salle là-bas? Oui, oui, oui. C'est un peu compliqué, mais du coup, le studio New World aussi va avoir des problèmes. Ils vont être rachetés et la boîte qui l'a racheté ne voulait plus faire de sortie salle. Ils voulaient faire soit de la télévision, soit du direct vidéo. Et du coup, le film a été déjà est resté sur les étagères pendant 1 an et demi. Et puis, du coup, il va sortir directement en vidéo, alors qu'il est sorti partout dans le monde en salle. Donc, c'est plutôt dû à une stratégie, une réorientation du studio qui le distribue. Ouais, ouais. Ouais, ça fait penser à. Il y a eu beaucoup de films comme ça qui sont restés sur les étagères, dont qu'on a chroniqué ensemble, hein, Cédric. Hein, je pense notamment à L'Armée des Ténèbres, le troisième Evil Dead. Lord of Illusion, c'était la même histoire et ça se retrouvait souvent. Nous, on a eu de la chance avec Punisher parce que nous, c'est sorti en salle. Mais tu vois, par exemple, Lord of Illusion, ça faisait les grandes heures de vidéo débat dans Mad Movies. Hein. C'était vraiment des inédits qui étaient censés sortir en salle, hein, qui n'étaient pas destinés au marché de la vidéo. Donc, maintenant qu'on a fait un point sur l'écriture, la prod, la réalisation, bon, c'est un budget de 10 millions de dollars, hein. Donc pour l'époque, je pense qu'on peut faire. On fait quoi? On fait un x4, j'imagine, par rapport à aujourd'hui. Donc c'est quand même pas, c'est quand même une coquette somme, hein. C'est pas non plus formidable, mais c'est pas non plus un petit budget. Oui, puis attention, c'est 10 millions pour un film tourné en Australie. Ouais, ok, avec des accords et avec. Ok. Parce que New World avait de l'argent en Australie, il fallait qu'ils s'en servent. Et donc, si ça avait été tourné aux États-Unis, ça aurait coûté plutôt 20 millions, j'imagine. Ouais, donc ça fait quand même, on a quand même une montée, une montée en progression par rapport à son précédent film. J'avais regardé, c'est 5 millions de dollars hein, pour Flic ou Zombie. Donc là, il a plus du double, du coup, avec cette information. Et dans le casting, et on va en parler. Alors, du coup, Judith, tu compléteras. Je te vole un peu la vedette donc dans le rôle, avant de pitcher le film, dans le rôle titre, voilà, dans le rôle du Punisher, aka Frank Castle, on a Dolph Lundgren, et Dolph Lundgren, on l'apprécie plutôt, hein, ici même. Donc il fait partie en fait de cette génération, comme tu l'as dit, hein, de cette génération musclée, entre guillemets, de ces gros bras qu'on a appréciés dans les années 80. Donc avant ce film-là, lui aussi c'est une montée en puissance, hein. Donc Rocky 4. Alors Rocky 4 dans l'opposition avec Stallone, mais tête d'affiche pour les maîtres de l'univers, pour le Scorpion Rouge. Après le Punisher, c'est un autre film que j'apprécie beaucoup, peut-être pour des mauvaises raisons, qui sont Dark Angel. Voilà. Donc Dark Angel, c'est un peu quand même une histoire d'amour à Dark Angel, hein. Moi là, je sais pas pour toi, Judith ou Cédric, est-ce que vous vous rappelez de la bande-annonce française de Dark Angel ou pas? Ah oui, 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 bien sûr. Le final qui est... Bon, en gros, ça s'appelle Dark Angel, mais le titre original, c'est I Come in Peace. Et donc, les Non, extraterrestres... c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Donc, ils ont Oui, retitré après. voilà. Bon, globalement, les dealers extraterrestres, comme quoi, hein, entre les dealers italiens et les dealers extraterrestres, c'est un peu la même histoire. Donc, ne font que répéter je suis venu en paix. Et t'as cette formidable bande-annonce qui dit, et je m'en rappelle comme c'était hier, c'est l'une de mes meilleures bandes-annonces. Donc, t'entends l'extraterrestre qui dit je suis venu en paix. Et là, t'entends Dolph Lundgren. Et le mec, il est cadré avec un fusil à pompe. Et tu vas nous la foutre, la paix. Dark Angel. Pour moi, c'est vendu. Tu vois, il manque des bandes annonces comme ça aujourd'hui. Ah Hein? Je sais pas bah, si- déjà des films comme ça, on n'en fait plus, hein. Ça a mis un silence. Et ben, vous savez quoi? Je vais mettre le lien, je vais retrouver la bande annonce, je vais mettre dans le lien dans le descriptif. Parce que Dark Angel, c'est quand même génial. Certains me Je, diront, je- du coup, je me permets de dire,
si tu veux faire une vérif Dark Angel, avec grand plaisir. Eh ben, très bien. Alors fais attention, Judith, parce qu'on va être traité de raciste, hein, parce qu'il y a quand même une VF qui est, qui est quand même, elle fait quand même partie de l'histoire de la VF française, hein, quand même, hein. Ah oui, alors par contre, oui, la VF, oui, ils ont rajouté tout ce que tu veux en termes d'homophobie, de racisme et autres. Ah oui, c'est quand même quelque chose. Alors que c'est pas dans la version originale. Mais pas du tout. Ensuite, il enchaîne avec Au-dessus de la loi qu'on a déjà chroniqué ici même. L'homme. C'est un peu plus tard, ça. Ouais, ouais, je suis parti Tu, sur le tu- plus tard. D'accord. Parce qu'il y a quand même Universal Soldier entre les deux, qui est un gros film. Eh ben, tu viens de me le spoiler. Non, je déconne. Voilà. Donc, j'avais noté L'homme de guerre Universal Soldier, un super second rôle dans Johnny Mnemonic, The Shooter, pour toi, Cédric, je l'ai noté parce que c'est le réalisateur de Rambo. Tu vois, donc tête que chef, voilà. Ah bah tiens. Eh ben oui, tu vois, regarde, il a regardé Rocky Ah. 4, il s'est Comme, dit. comme, comme quoi c'est utile, hein, ce podcast. On a toujours des films à aller revoir ou à aller découvrir en fonction d'un film qui a fait un petit peu notre plaisir avant. On est d'accord. Et pour la suite de sa carrière, moi, ce que j'ai pu noter, ben, c'est moi, hein, j'ai omis certains titres, hein, Judith va peut-être me détester, mais j'ai noté les Universal Soldier de Johnny Hams, voilà, 4 Expandables, le Creed 2 et 2 Aquaman, hein, ce qui fait une jolie aussi suite de carrière, hein, pour l'après 2010. À ce niveau-là, est-ce qu'il y a des choses à rajouter, les amis? Bah, je rajouterais que il s'est un petit peu mis à la réalisation Ok. et que bah, c'est un bon faiseur de série B en tant que réalisateur. Moi, j'aimerais bien qu'il en fasse plus. Euh, Après, justement, il y a les Expandables qui ont un peu stoppé tout ça parce que du coup, il avait plein d'offres et il n'avait pas le temps pour ses propres projets. Mais je conseillerais aux gens d'aller voir notamment ses premiers The Defender, The Mechanic, surtout The Mechanic. Et en plus, si vous aimez le Punisher, The Mechanic, c'est vraiment, c'est presque un spin-off, mais un spin-off inspiré. Et après, il y en a d'autres. Il en a réalisé 7. Euh, et quand il réalise, même les moins bons sont toujours bien meilleurs que beaucoup d'autres des TV qu'il a tourné en tant que juste acteur. Et ben pour ma part, c'est noté pour The Mechanic, hein. J'en ai entendu du bien, donc tu sais, moi je pars de la. Quand j'entends 3 fois la même information, je pars sur une vérité. Donc du coup, ça sera dans ma liste des choses à voir. Cédric, est-ce que du coup, on a pu t'ouvrir les chakras sur la carrière du grand blond? Ouais, oui, oui, ouais, moi, je la revisite en fait avec vous, tu vois, parce que moi je me suis jamais trop arrêté sur lui. Si j'avais un petit commentaire, c'est que autant il m'a jamais vraiment convaincu sur son acting en début de carrière, mais je me dis que peut-être il n'a pas été bien servi ou il n'a pas été dans les meilleurs projets. Et ces dernières années, en vieillissant, quand je l'ai vu réapparaître, moi, je l'ai trouvé bah, justement mieux servi je vois de la nuance. Ouais. En tout cas, il y a une façon de jouer ses rôles, d'être présent, qui me plaît beaucoup plus, qui m'enthousiasme beaucoup plus. Oui, il est comparable un petit peu aussi quelque part à Van Damme. J'ai l'impression que, peut-être que Judith, tu pourras rajouter un mot là-dessus, mais j'ai l'impression que libéré de certaines choses, il s'éclate plus maintenant en fait. Un peu comme Van Damme en fait. Donc il part plus dans une direction qui est plus du cinéma musclé entre guillemets, et vraiment de l'acting. Oui, et c'est ce qu'il essaye de faire. Et bah, dans le plus gros de sa carrière d'acting, tout le monde ne le sait pas parce que la plupart n'ont pas vu ses films qui sortaient directement en vidéo. Mais il était quasi systématiquement euh, le héros du film. Et lui, il a toujours eu un penchant pour les personnages un peu déjantés, et ce qu'il a eu l'occasion de faire un peu plus ces derniers temps. Je pense que, alors autant les suites sont pas terribles, autant
dans le premier Expandables, je trouve qu'il avait le meilleur rôle avec Mickey Rourke. Mais carrément, ouais. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Mais on sentait déjà cette folie dont tu parles, enfin, dans Johnny Mnemonic. Il Oui, dans avait. Johnny Mnemonic, dans Universal Soldier aussi, quand on le revoit, c'est flagrant. Et en plus, il domine Van Damme d'une façon assez exceptionnelle. Oui, oui, et c'est bien que cette suite de carrière permette en fait de rendre justice en fait à tout ce travail-là. Pour lui, parce que bon, Punisher a aussi les codes du buddy movie, donc dans le rôle de l'ex-associé, parce qu'on va pitcher le film après, de l'ex-associé Jake Berkowitz. On a Louis Gossett Jr. Et Louis Gossett Jr., bon, ben, on va lui rendre hommage aussi, hein, qui nous a Bah quittés oui. l'année dernière. Et ben, moi, je l'avais déjà connu, et ben, enfant, parce que mon père avait ramené une VHS. Il avait ramené un double programme qui a marqué ma vie à jamais, hein. Je devais avoir 6 ans. C'était Gremlins et Enemy Mine. Voilà. Et face à Dennis Quaid, dans le rôle de l'extraterrestre hermaphrodite, et ben, sous le costume, et ben, on avait Louis Gossett Jr. Voilà. Donc déjà, c'était bien de remonter ce film de Wolfgang Peterson. On a pu le voir dans un. Bah oui, c'est une série de films qu'on peut qualifier comme des sous-Top Gun. Cédric, ça va peut-être te faire plaisir. Les Aigles de Fer. Est-ce que ça Eh te ouais. rappelle quelque chose, ça, Aigle de Fer? Ouais, ouais, mais oui, ça me rappelle un souvenir de l'avoir vu, et cette jaquette, bien sûr. Après, ne me demande pas de raconter le film, je l'ai oublié. Mais tu vois, Louis Gossett Jr., il me fait penser un petit peu euh, à ces productions qui se montaient autour d'un nom, et d'un nom d'un nom comme Dolph qu'ils essayaient un petit peu de mettre en avant. Et c'était la star d'action, et c'était pas forcément le mieux servi. Et autour, tu pouvais mettre un cast un peu plus solide, justement, pour lui tenir un petit peu, pour l'aider à maintenir le film. Tu sais, c'est comme on revient à Commando. Oui, Euh, ben c'est important, toujours, hein. voilà, Schwarzy, voilà, il fait ce qu'il peut, le pauvre, c'est un peu un stage de acting. Mais la meuf qui Redon l'accompagne dans Chang. toutes ses aventures, c'est elle qui est là pour faire de l'acting, pour nous servir, en fait. Elle donne de la qualité, en fait. Et Louis Gossett Jr. dans Punisher, il est un petit peu là pour ça, je crois. Oui, Oui, oui. tout à fait. C'est un peu ce que les producteurs voulaient en prenant Lou Gossett Jr. et Jeroen Krabbe, qui est peut-être moins connu, mais qui pourtant ne vient pas de n'importe où parce que c'était un des acteurs fétiches de Paul Verhoeven dans sa carrière hollandaise. Oui, qui incarne d'ailleurs l'opposant, hein, c'est-à-dire Gianni Franco. Mais je finis juste sur ce bon vieux Louis Gossett Jr., juste pour nous rappeler qu'il a fait aussi un sous Indiana Jones avec Chuck Norris, qui est le Temple Ouais, d'Or, hein, qui a eh fait mes oui, grandes heures aussi gamin. et qui est Il très était drôle comme aussi. film. Ah, mais qui est très drôle. Et Ouais. l'école des héros que j'ai relevé, parce que ça, je l'avais vu aussi avec Sean Austin. Et Blue Chips, aussi un Fredkin, et bien entendu plein d'apparitions dans des séries télé de l'époque. Donc quelqu'un qui a eu une filmographie longue comme le bras et à qui on peut rendre hommage aussi parce que c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme ces Gary Buzet, tu vois, ces gens-là en fait. Tu les as vus plein de fois, 1000 fois, et ils font le taf. Et encore une fois, dans ce film-là, il fait le taf. Et comme l'a dit Judith, donc Jéroen Krabbe, donc dans le rôle de Gianni Franco, qu'on a pu voir, moi j'ai pu noter Le Fugitif, Robin des Bois de Kevin Reynolds, Ocean 12, alors moi je l'ai noté, je me rappelle plus ce qu'il fait dedans, et Le Transporteur 3, parce qu'il faut bien payer son loyer. Et Les Dents de la Mer 3, tu l'as oublié. Oui, Ouais. Tu me demandes s'il meurt, tu me demandes s'il fait partie des victimes du requin qui tue les gens que quand tu es hors de l'eau, tu sais. oui. J'ajouterais juste à propos de Louis Gossett Jr. que il avait été oscarisé quelques années auparavant. Et malheureusement, alors il a écrit un mémoire dans lequel il raconte ça. Ça s'est pas vraiment suivi Ou il y a eu officier gentleman. Officier et Gentleman avec Richard Gere. Et mais ça lui a pas donné la carrière qu'il aurait pu avoir. Donc d'où
Du coup, dans ces années-là, il a enchaîné tous ces films que vous avez cités, Les Dents de la Mer 3, etc. Et ouais, mais Et oui, c'est aussi l'époque où être noir dans le système hollywoodien, on te demande de remplir cette case-là dans les films, tu vois. Et ça ouvre Ouais, pas encore. Voilà, c'est un petit peu aussi toute la limite des possibilités pour lui. C'est que c'est là-dessus qu'on le convoque tout le temps, quoi. tout à fait. on est d'accord. Moi, je crois que on est déjà à 1 heure et je pense qu'il est temps de pitcher le film, hein. Je vois déjà les auditeurs, auditrices, mais surtout les auditeurs, hein, sur YouTube qui disent on veut que vous parliez du film. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Bon, Cédric, je vais pas te faire l'affront de pitcher le film. Judith, tu l'as écrit de multiples fois, donc je vais m'y coller, hein. Je vais revenir à ces choses-là. Donc, le Punisher, ça raconte quoi? Eh ben, ça raconte une histoire dramatique. Voilà, donc je vais mettre un peu les plots d'usage. Donc, un bon flic, voilà, qui enquête sur le milieu local, hein. Alors, le milieu étant un acronyme, hein, pour dire la mafia, voilà. Et en l'occurrence, dans ce cas de figure, quand on parle du milieu, on parle de la mafia italienne, et qui, à force de mettre son nez là où il faut pas, le paye du prix maximum. C'est-à-dire que on lui piège sa voiture, et bon, j'imagine que l'idée c'était de tuer tout le monde, lui y compris. Et il voit mourir sous ses yeux ses 2 filles et sa femme. Et de là, du coup, toute son humanité s'en va et il ne vit que pour la vengeance et la colère. Et il se terre dans les égouts, surarmé, parle à Dieu ou au karma, mais surtout à Dieu. Et que tant qu'il n'a pas une réponse, il n'aura pas de répit et les coupables devront mourir. À côté de ça, on fait un plus 5 ans, parce que c'est à peu près ça dans la temporalité. On a son ex-coéquipier, donc qui est incarné par Louis Gossett Jr., qui est persuadé que ce justicier, hein, parce que là, nous, on vous dévoile le poteau rose, hein, il n'y a pas trop de suspense, mais les gens dans l'univers du film se posent vraiment la question de qui est cet homme qui a pu, c'est mieux que l'Equalizer, hein, et on va reprendre le terme, équariser 125 criminels en 5 ans. Même Jason Voorhees n'a pas un body count aussi élevé, hein, et pourtant il a plus de films. Donc, et lui, il a sa petite idée, il pense que c'est son ex-coéquipier Frank Castle, le justicier. Donc, tout ça nous amène en fait à de multiples intrigues, mais qui se marient plutôt bien, où on suit un peu l'enquête de Louis Gossett Jr. Qui se voit aidé par une jeune recrue. Et de l'autre côté, on voit le Punisher dans ses faits d'armes et qui se voit être pris entre deux feux. C'est-à-dire que son objectif principal étant la mafia italienne installée sur place. Mais cette mafia se voit court-circuitée, et ben, par les Yakuza. Alors, ce qui est intéressant dans ce film-là, et on le verra par rapport au traitement, c'est que l'arc narratif des Yakuza, qui viennent sur le terrain de la mafia italienne, c'est un peu un arc narratif qui est assez célèbre côté Marvel, qui a été adapté par la suite, hein, côté télévisuel, qui est celui de l'arc narratif de la main, en fait, hein, cette organisation antédiluvienne asiatique. Et les choses se complexifient, donc notre personnage principal devra peut-être regagner un peu à l'image de Max Rokatansky dans Mad Max 2, regagner un peu d'humanité lorsque les enfants des criminels qu'il veut tuer se font enlever par les Yakuza. Il va devoir faire un choix. Et l'enquête de notre ami Louis Gossett se rapproche de la révélation de qui est le Punisher. Voilà à peu près ce que raconte le film. Est-ce que je l'ai bien raconté? Dites-moi. Bien, oui. À peu près. On se croirait Cédric, dedans. Non, on se on, croirait dedans. C'est on bien, se c'est bien. croirait dedans. C'est magnifique. Euh, Mais ça commence pas directement comme ça. Donc le film, il t'introduit, en fait, le Punisher existe déjà. Le drame qui a provoqué, il en est déjà à 125 morts, ce qui mobilise pas mal de médias. Et en fait, le film commence, on est déjà dans de l'action pure, tous les tenants aboutissants sont déjà posés, et on va être dans
comment dire, une vendetta un peu finale. On va être dans un processus direct qui va amener une vendetta finale. Ouais. On est d'accord. Moi, ce que je vous propose, les amis, c'est que à tour de rôle, on dise un petit peu ce qui nous a plu ou déplu dans le film. Je vais introduire, peut-être te laisser la main, Cédric, pour que Judith puisse conclure là-dessus, si vous êtes OK sur cette idée-là. On peut y aller. Du coup, moi, voilà, je vais réunir le petit garçon et l'adulte qui a revu la somptueuse copie Blu-ray de The Ecstasy of Films. Bon, alors déjà, moi, ce qui m'a plu, alors ça, c'est le petit garçon qui parle. Il y a des grosses mitraillettes et il y a des ninjas, donc forcément, c'est bien. Maintenant, on va aller au-delà sur le côté plus adulte. Ce qui me plaît avec ce film, qui a toujours été un film que je regarde régulièrement, c'est que déjà, c'est une adaptation que je trouve assez naturaliste, c'est-à-dire que le côté Marvel est pas ostentatoire dedans, donc on dirait pas que on n'aurait pas notifié que c'est Marvel, ça marcherait aussi. Donc déjà ça c'est plutôt bien. Côté réal, je trouve qu'il y a des trucs qui sont quand même assez osés pour l'époque. Déjà le personnage, on en fait un psychotique, ce qui n'est pas présent forcément dans la bande dessinée, dans les adaptations futures. On insiste sur ce côté-là. Je trouve que la mise en scène ose beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a une volonté quand même dans ce naturalisme que ce qui soit fait à l'écran, notamment les coups portés ou autres, ne soit, alors pour certains ça a été anti-spectaculaire, mais ça l'est quand même, c'est-à-dire que le but du Punisher, c'est pas de faire de la chorégraphie, c'est d'en dessouder le maximum. Donc en fait, ce qui est promulgué à l'écran par Dolph Lundgren et mis en scène par Mark Goldblatt, c'est vraiment l'efficacité. Je me revois avec mon comparse Peterson quand on était ado le regarder en disant voilà, ça c'est brut de décoffrage, pour moi ça envoie. On sent l'expérience de Mark Goldblatt au montage, même s'il ne monte pas. Donc c'est super efficace. Il y a une volonté, il y a des plans. Voilà, j'ai relevé certains plans, donc notamment des plans assez immersifs quand il est sur la Harley. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc ça t'embarque bien et tu sens bien en plus que l'acteur conduit lui-même la moto et fait lui-même quand même les cascades pour la plupart. Il y a pas mal de plans qui ont été, et ça c'est très malin, notamment dès qu'on a les Yakuza qui arrivent avec tout le folklore qu'il peut y avoir, c'est-à-dire les étoiles balancées ou autres, quand on envoie les étoiles ou certains objets, on est du côté de chez Don Coscarelli quand il filme sa boule, voilà, en mouvement, donc j'ai trouvé ça assez cool. Et pour moi, l'acte final, c'est-à-dire en termes de photos, c'est-à-dire de tout balancer dans un noir et rouge, je trouve ça fabuleux. Donc, point de suspense à ce stade, pour moi, ce film-là, parce qu'il faut bien entendu, ça ne sert à rien de le comparer à du John Wick ou à du Tyler Rake, c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas la même chose. En tout cas, ce qu'il en ressort pour moi, c'est que je le regarde aujourd'hui avec plaisir, il est intemporel, et ça restera un chef-d'œuvre, et je pèse bien mes mots, du cinéma d'action de son époque, et la meilleure adaptation du Punisher ever. Ça, c'est dit. Cédric, je te passe la main, j'attends la suite avec Judith derrière. Bon, je sais que là, je vais être un petit peu en contre-courant, moi. Mais comme j'ai pas le monopole du bon goût et du mauvais goût, ce que je dis n'a aucune incidence. Non, moi j'ai vu ça avec mon âge et avec un film que j'ai pas vu au moment de sa sortie, mais j'aurais aimé un peu plus de nuances dans le jeu de l'acteur en fait. J'ai eu beaucoup de mal à être pris et par de l'émotion. Et tu vois, depuis tout à l'heure, en fait, aussi, je me réinterroge un petit peu sur comment j'ai regardé le film avec le CV du réalisateur et sur le montage. Mais j'ai l'impression là que quand même, euh, il y a un truc qui marche pas sur le montage, justement, où moi, ouais, sur la question de l'action, je ne me suis pas retrouvé. Sur la question de l'acting, je ne me suis pas retrouvé. Et puis même, je crois peut-être que l'univers, simplement, le postulat de départ, c'est pas un truc où j'adhérais facilement. Alors, à contrario, j'ai regardé une bonne partie de Punisher Warzone, qui est le plus récent, qui est la dernière version. Et là, tu vois, là, je me suis amusé.
Là, ça m'a plu. Alors, je sais pas qui est derrière parce que je me suis pas renseigné. Je me suis juste. Lexi Alexander, elle a fait un film précédent film, c'était Hooligans avec Charlie Hunnam. Ouais, ok. Ouais. Bah, tu vois, je l'ai regardé un petit peu comme ça, en dilettante. Et je me suis dit, bah, puis si ça me saoule, j'arrête au bout de 5 minutes, quoi. Et celui-là m'a pris davantage. Je me suis retrouvé dans l'action, je me suis retrouvé. J'ai mieux compris le personnage, j'ai mieux compris la question de la nuance. Et j'ai trouvé que le film avait beaucoup plus de lâcher prise. Donc, ne m'écoutez pas. Si vous aimez le Punisher, vous avez certainement raison. Et si vous l'aimez pas, c'est qu'il y a des raisons aussi. Après, avant de donner la parole à Judith, pas pour monopoliser, comme tu as cité, j'allais le faire en bouclage, je vais en profiter, Punisher Warzone. Il faut savoir que moi, le trailer Red Band hyper bourrin que j'avais vu m'avait mis en jambe, et je sais pas pourquoi. Je l'ai récupéré il y a quelques années en Blu-ray. Je t'avoue que je l'avais pas regardé. Et je l'ai regardé justement là. J'ai arrêté au bout de 15 minutes. Voilà. Et pour la simple et bonne raison, bon, j'avais déjà le premier en tête, que effectivement, il y a tout, hein. Il y a tout ce qu'on aurait pu reprocher à ce premier Punisher. Mais putain, alors pour moi en tout cas, c'est tellement pas incarné. C'est plein de tics de mise en scène, tape à l'œil, etc. Ouais, je l'admets, ouais. Que, voilà, pour moi, voilà. Alors je peux pas te dire, tu sais très bien que à Septième Dimension, on ne dit pas ce film est une merde, tu vois, ça, non, ça Bah on non. fait pas. Parce qu'il y a des gens qui y travaillent, tout ça. Moi, je dis juste que, en respectant un cahier des charges qui était attendu, forcément, le film est payé. Voilà. Et pour moi, on n'y est pas, mais on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, je respecte ton avis. Judith, sur ce film qui t'a pris tant d'années, où tu as écrit dessus, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, au vu de ce qu'on vient de dire? Mais c'est ça qui est marrant, c'est que j'ai déjà beaucoup écrit dessus et pourtant je n'arrive toujours pas à mettre en mots ce qui m'a tellement marqué. Je pense que ça a beaucoup à voir justement avec l'âge euh, dans lequel j'ai vu le film. Et du coup, c'est resté très vraiment en impression. Moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le final, le final du film, qui est pour moi vraiment. Euh, je trouve pas les mots, mais Peut-être opératique, hein, il y a peut-être un côté un peu il y a italien. il y a quelque chose d'un peu opératique. Il y a quelque chose d'un peu presque non, c'est pas mystique, mais il y a quelque chose de bah, déjà il y a une note très mélancolique et ça en général ça fonctionne sur moi. Et c'est vrai que je pense que je sais pas comment j'aurais gardé le film en souvenir si le film ne s'était pas terminé comme ça. Je vois ce que tu veux dire parce que c'est vrai que c'est un film, on va le dire quand même, qui est lugubre, on peut dire le mot, dépressif. De l'espoir, il y en a, mais vite, un peu. En tout cas pour le personnage principal, et je sais que dans ce que tu as écrit dans ton livre, et moi je me suis basé aussi sur l'impact numéro 22 que j'avais récupéré, hein, sur la sortie du film, où il y a un gros travail de Dolph Lundgren pour rendre le personnage le plus inhumain possible, et que du coup, et le taf est fait là-dessus, mais dans, dans cette œuvre-là, moi, de ce que je vois, il y a une sacrée prise de risque, parce que dans le cahier des charges, ils auraient pu mettre, hein, le logo du Punisher, hein. Ça, c'est Mark Goldblatt qui a vraiment voulu, dans cette volonté de naturalisme, même dans les costumes, on l'a dit. C'est la costumière qui a œuvré sur les Mad Max. Il y a quelque chose de tangible, en fait, chez ce personnage. La crasse, tu la sens, en fait. Le désespoir, tu le sens. Et de le voir dans les égouts, dans ce truc avec les bougies, à discuter directement avec Dieu, et,
et la musique aussi, on n'a pas parlé, cette musique, elle est incroyable. Tout ça donne le caractère au film, on va pas se mentir, hein. C'est l'association de toutes ces variables qui en font voilà, un ovni qui explique aussi peut-être le fait que ce film n'a pas rencontré son public, du moins en salle à l'époque, quoi. Oui, Ah, et ouais, pardon, excuse-moi, je te laisse la parole. tu fais bien de mentionner la musique parce que pour moi, avec le final, c'est l'un des deux éléments qui font le film pour moi. Et Oui, c'est Dennis Dredd hein, qui l'a Dennis fait. Dress, qui était surtout arrangeur, et il a bossé sur des gros films. Et Punisher, c'était un peu aussi sa carte de visite. Enfin, en tout cas, il l'espérait. Mais dans sa musique, il y a vraiment un côté dissonant. Évidemment, on retrouve le côté hyper bombastique de tout film d'action de l'époque, mais avec un truc complètement dissonant qui est pas du tout, pas du tout usuel à l'époque. Et même le générique d'ouverture. L'espèce de. Ça mélange, mais c'est pas de l'animé, hein, mais c'est du photomontage. Il y a plein de choses qui font que ça donne une patine au film qui le rend intemporel. Et c'est vraiment des partis pris qu'il fallait oser, hein, en tout cas à l'époque, et qui pour moi expliquent le rejet, hein, le rejet qu'il y a pu avoir. Donc. Là-dessus, moi, j'ai relevé un box-office. On en discutait en off tout à l'heure. Judith, t'as des infos parce qu'on ne sait même pas ce que ce film a. Alors, je sais qu'en VHS, ça a marché, ça c'est une certitude, parce que c'était un film qui était régulièrement loué, qui passait en télévision, en tout cas chez nous. Mais est-ce que tu as pu relever des infos? Parce que j'ai zéro information sur le box-office. Alors, bah, on parlait au début de la sortie en salle en France. Je suis pas tout à fait sûr, mais d'après plus ou moins tout ce que j'ai réuni, je pense que la sortie française, c'était la plus grosse sortie dans le monde du film. Et ça s'explique probablement du fait que c'était interdit au moins de 13 ans et pas 18 ans, comme dans d'autres pays. Mhm. Mais il y a eu quand même, je pense que la promo aussi était bien plus menée en France que ailleurs. Alors pour les entrées, en France, il a fait un peu plus de 350 000 entrées. Ce qui est pas, c'est pas génial, mais c'est pas déshonorant. Disons Non, c'est pas des gens. il a fait un score assez décent. Euh, Après, bah, quand on va alors après en Europe, en Espagne, il a fait deux fois moins d'entrées. Et en Allemagne, où pourtant ils sont bien friands de ce genre de film, il a fait encore moins d'entrées, mais parce il avait pas beaucoup de salles. Et, Euh, Et c'est d'ailleurs là-dessus que je rebondis et que j'invite les auditeurs et auditrices à aller en description et cliquer sur le lien qui mène à ton livre, parce que je dévoilerai pas, mais il y a plein d'anecdotes que tu as relevées sur la promo à l'époque, sur des prix à gagner, etc. Il y a des histoires assez rocambolesques pour ceux et celles qui aiment les à-côtés autour d'un film, comme moi par exemple en musique, j'aime bien les à-côtés d'un groupe. Vous serez servi. Du coup, Cédric, parce que je te sens un peu seul, Non, non, je non, vais je suis te, avec vous. je vais te passer la main peut-être sur les autres adaptations. Donc, tu nous as cité ce Punisher Warzone Non, mais émérite. je pourrais pas aller très loin, dit, parce que je pense que je suis pas le public cible de tout ça. Et quand, oui, j'ai regardé Warzone par curiosité. Je crois qu'il y a eu une série aussi sur le Punisher que j'avais un petit peu regardé à l'époque en curieux, mais je m'étais pas accroché. Donc là-dessus, moi, je peux pas aller bien loin. J'en ai pas cette prétention. Eh bien, avec Judith, on a vu, nous, la deuxième incartade qui est arrivée avant Punisher Warzone, qui s'appelle The Punisher. Voilà.
par Jonathan Hensley. Alors, Jonathan Hensley, c'était quand même le scénariste de Die Hard with a Vengeance, alias le troisième Die Hard, et de pas mal de Michael Bay, comme Rock Armageddon, et avec Thomas Jane dans le rôle titre. Est-ce que tu en as un bon souvenir, Judith? J'en ai un. Alors, je l'ai vu en salle à l'époque. Je suis pas sûr de l'avoir revu depuis. C'est Ouais, J'en celui ai tu où il y l'as a vu pas des. vu quatre Travolta? fois, celui-là. C'est Non. celui où il y a Travolta dans le rôle du méchant? Ouais. Oui. Ouais, bon, je l'ai vu celui-là, ouais, il y a longtemps. J'en ai vu des passages. Alors, j'ai écouté le. Je me suis pris le DVD, j'ai écouté le commentaire audio. J'adore écouter des commentaires audio de films, soit que j'ai pas vu ou que j'ai vu une fois mais que j'ai pas envie de revoir. Mais le commentaire, peut m'intéresser pour une raison ou une autre. Euh, je sais qu'à l'époque, j'avais trouvé ça ok, mais j'étais allé déjà sans grande conviction parce que moi, j'étais pas non plus le public cible, puisque je connaissais la bande dessinée à travers le premier film, mais j'étais pas fan invétéré du personnage et donc je m'y suis intéressé plus pour le côté historique et tout ce qui est en rapport avec les comics Punisher, etc. J'ai adoré faire des recherches dessus, mais j'avoue ne pas être euh, très spécialiste du Punisher original, c'est-à-dire enfin le Punisher de la bande dessinée en tout cas. Bon, eh ben écoutez les amis, moi je vais vous aider. Donc Cédric, tu me disais que tu avais un lointain souvenir, hein. Toi, ce qui te Ouais, je remonte, me c'est rappelle de Travolta. Travolta qui cabotine, tu vois, qui est dans sa période un petit peu, un petit Ouais, c'est peu, un petit peu up, mais ça m'avait pas gêné outre mesure. C'est du Travolta, quoi. bon. En tout cas, c'est pas bien. Ah, ça aurait pu être bien, hein, parce que Thomas Jane dans le rôle titre, c'est quand même une bonne idée. Il le faisait plutôt bien. Mais à côté de ça, ben oui, hein, on a la foire au cabotinage, des sous-intrigues à se taper la tête contre le mur. C'est- C'est pas lui d'ailleurs qui a été reconduit sur la série, Non, Thomas Jane, non? non, non, il a tenté une autre incartade pour essayer de faire un autre film, hein. Il a fait un espèce de fan-film autofinancé où il reprenait le rôle. Ça n'a rien donné et il a fallu attendre ce fou de John Bernthal, hein, qu'on a vu dans le rôle de Shane dans The Walking Dead, dans Fury, dans pas mal de films, pour qu'on ait un visage qui puisse coller enfin au rôle. Donc ça, c'est côté, dans un premier temps, ça a été côté Netflix, quand il y avait Daredevil sur Netflix, ça a été repris par Disney+, donc on l'a vu. Donc là, en gros, l'acteur fait bien le taf. Voilà. Maintenant, est-ce que ce qu'on lui écrit et ce qu'on lui donne, ça le fait? Ça, c'est encore une autre histoire qu'on ne traitera pas ici. Mais à savoir quand même que cette incarnation du Punisher a un avenir parce que il sera dans le prochain Spider-Man pour 2026. Et attention, ce n'est pas un Holiday Special, mais c'est un Marvel Special que fait Disney Plus à l'occasion. Et ça sort normalement l'année prochaine. Donc il devrait avoir espèce de, allez, on va dire le terme un peu péjoratif, de téléfilm sur Netflix dédié à son personnage. Voilà pour la suite des opérations. Avant de parler de l'héritage du film et de ce que ça, de quelle autre bande pelliculée ça a pu influencer, je vais faire un petit point sur l'édition Blu-ray de chez Extasio Films, sorti en 2016. Sachez, chers auditeurs, auditrices, que là, on va loin quand même, parce que là, en gros, c'est bientôt 10 ans que je l'ai acheté, je ne l'avais pas chroniqué. Donc du coup, c'est pas mal quand même, hein. Je sais pas si t'en penses, Cédric, on passe un record là, 10 ans. Ouais, tu amortis bien. Là, j'amortis plutôt bien. Donc, sachez quand même qu'on peut la trouver à la vente, hein. C'est pas son prix, hein. À 2 000 € désormais sur j'allais dire Prime Video sur Amazon et je vous conseille Rakuten 500 €. Voilà, c'est peut-être un peu moins cher. Vous économisez 1 500 €. Bon, le master est de toute beauté, le Digipack aussi. On a un livret qui est pas fait par Marc Toulek, hein, pour une fois, donc c'est à notifier quand même.
Et Ecstasy of Films, je le redis, on leur doit les Reanimators, les Ventures de New York, tous trois, Reanimator 1 et 2, tous trois chroniqués ici même. Et on a droit quand même à voilà, un petit module d'une vingtaine de minutes où c'est Margot Blatt qui nous parle un peu moins bien de son film que dans le livre de Judith, hein. Voilà, je te le dis, Judith, quand même, je te fais une petite passe, hein. C'est quand même un peu moins bien que ton livre, hein, mais il le fait bien. Et en plus, il y avait un peu d'argent, donc il y a Rocky Rama et Mad Movies derrière, donc on a quand même droit à, quand il parle, Cédric, rappelle-toi ce que j'avais dit sur le jeu d'enfant, à quand même avoir des illustrations à l'écran pour qu'on comprenne, voilà, et que c'est pas juste lui en face cam. Donc c'est bien emballé, à noter qui est disponible les versions uncut et version workprint. Donc la version uncut 89 minutes, version workprint 93 minutes, et sans défricher l'analyse qu'en a fait Judith dans son livre, hein. Vous avez compris qu'il faut l'acheter. Coûte pas cher en plus, hein, en e-book. Oui, je suis obligé de dire ça parce que les temps sont durs. Et c'est surtout le final qui change, un peu comme l'histoire de Han Solo qui shoot first, si vous avez la ref. Donc il y a une histoire comme ça dans le final, je n'en dis pas plus, comme ça au moins vous récupérez l'édition et le livre et vous en saurez un peu plus. Tu oublies quelque chose de majeur quand même, c'est que la workprint, donc la copie de travail, contient aussi le prologue de 16 minutes qui a été retiré du film, où on voit tout ce qui se passe. On voit Frank Castle avec son équipier Berkowitz avant que la famille soit décimée. Donc tu avais tout un prologue qui avait été écrit et tourné, qu'ils ont décidé de mettre de côté, et justement, comme on a dit, de commencer le film avec le Punisher déjà en action. Mais du coup, cette workprint, elle nous donne, elle nous donne tout ce matériel qui avait été tourné et qu'on peut donc découvrir sur cette édition. Est-ce que, Judith, tu crois que j'ai pas été malin? Est-ce que tu crois que c'est pas un oubli volontaire pour que tu nous le rappelles? Ah, c'est ça la magie de la... Je sais que je sais que tu es brillant Bon, non, non, quand même. dans tes stratégies. Je suis même pas sûr qu'on l'a mentionné parce que je te l'avais dit. Aujourd'hui, c'est le 36e anniversaire du jour où je l'ai vu pour la première fois. Donc ça c'était brillantissime. Et je sais, autant ce que je viens de faire là, c'est voulu, autant ce que tu viens de relever, c'était pas voulu, mais comme quoi les planètes s'accordent et c'est bien qu'on puisse célébrer ça avec toi. Et quelque part, même si c'est peut-être le film qui a le plus compté, te donner envie de le revoir encore une fois. Et, euh, et Cédric, il est en train, je sais, il dit rien, et il est en train de se dire, putain, mais en fait, est-ce que j'ai regardé le bon Punisher? Il se demande s'il a pas Alors, regardé celui avec eh Travolta. ben, tu vois, je vais prendre la parole. Moi, j'ai regardé la Director Scott, 129 minutes. Bon, ben voilà. Ce qu'il en reste, en fait, ça m'intéresse de voir un petit peu ce qu'il en reste du côté de Dolph Lundgren et de voir ce qu'il en dit maintenant. Parce que j'ai chopé une petite info comme quoi il aurait fait aussi un sketch avec les nuls où il parodie lui-même son film sous le titre Le Pleurnicheur. Alors, j'en sais pas plus, j'ai pas fouillé, j'ai pas vu de sketch, mais je me demande ce que ça raconte et ce qu'on peut en tirer aussi, ben voilà, euh, 40 ans, 50 ans après, quoi. Non, pas 40 ans, 50 ans, on n'est pas si vieux que ça, Je putain. pense que Judith prendra la main parce que moi j'ai découvert ça en lisant son livre en fait. Bah oui, il y a... Alors, en fait, c'est pas compliqué. Donc, derrière les nuls, il y avait Alain Chabat. Alain Chabat, c'est un méga fan de comics aussi, et notamment de comics tels que Punisher, Rank Xerox, etc. Et donc, et en plus, il était ami à l'époque avec euh, l'attaché de presse du film. Et donc c'est comme ça ils ont voulu faire un truc et ils ont eu l'idée de faire le Punisher. Et il faut savoir que Dolph, c'est quelqu'un qui se prend pas beaucoup au sérieux
et qui se moque volontairement de lui-même assez facilement. Donc ils ont fait ce sketch qui est peut-être pas aussi drôle que ce qu'on aurait espéré. Vous pouvez le voir maintenant, il est sur YouTube, vous pouvez le trouver facilement. Euh, et, et, et donc ça va complètement à contre-courant du personnage. Donc c'est une espèce de fausse bande-annonce où on vous annonce Dolph Lundgren est de retour. Et donc on voit Dolph Lundgren imposant, debout, avec ses mâchoires serrées, etc. Et puis il y a Chantal Lobby qui commence à raconter une histoire de Noël larmoyante. Et donc petit à petit pendant le sketch, Dolph Lundgren commence il a la petite larme, puis après ça devient un peu plus gros et pour finir en pleurnichant. Et voilà, c'était ça le sketch avec les nuls, ce qui était quand même pour l'époque, c'était aussi un truc un peu, c'était pas si courant que ça, ce genre de parodie, il me semble. Non, non, ça l'était pas. Et à vous écouter, et je te fais mon retour quand j'ai lu ce passage-là dans ton livre, j'ai une phrase à dire. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà ce que j'en ressors de ce genre de choses. Donc, bonne anecdote, Cédric, là-dessus. Moi, en tout cas, pour ma part, dans ce que je vois dans l'héritage du film, bah déjà, dans le Punisher lui-même, alors déjà, petite anecdote quand même, sachez que dans le numéro 22 d'Impact, hein, quand ça a été chroniqué à l'époque, on aime bien citer Mark Toulek ici, peut-être qu'on l'aura dans un épisode un jour, il l'avait appelé par le punisseur. Voilà, ça c'est un vrai fait, hein, tout au long de la critique, c'est le punisseur, voilà. Alors, le numéro auquel tu fais allusion, en fait, il était sorti 6 mois avant la sortie du film. Ah, il l'avait Le- vu au marché, c'est ça, au marché de Cannes ou un truc comme ça? je pense qu'il ne l'avait même pas vu, il avait peut-être vu un promo reel, mais le film n'était même pas terminé quand ce dossier est sorti. C'est Et le top. Punisseur, c'est resté, c'est le titre québécois du film. Oui, Ouais. mais merci, Oh bah, merci Judith. tu peux compter sur moi. Non, non, mais merci Cédric, merci Judith. Marc Toulek en ressort grandi. Ne t'inquiète pas, Marc Toulek, tu l'as bercé mon enfance, je te pardonne même. Et sachez que Peterson, on va le convoquer aussi, mon fidèle comparse, faisait des chroniques de films sur lesquels il les avait même pas vus, hein. Je pense aux Subspices, parce qu'il bah, il pouvait pas les trouver, donc du coup, forcément, il faisait comme s'il les avait vus à partir des photos. Donc, au niveau de l'héritage, bon, déjà dans le Punisher lui-même, on va pas se mentir, si la série, notamment John Bertal, l'incarne de cette manière, bah, il s'est un peu inspiré de la version originelle qui est celle de Dolph Lundgren. Bon, déjà, première chose. Et de manière éparse, de temps en temps, je vois ressortir, moi, des petits trucs comme ça en 2025 ou en 2024. Je pense notamment, et Cédric va me dire, arrête avec ce film, au Ravage sur Netflix avec Tom Hardy de Gareth Evans. J'hésite toujours entre les deux Gareth, hein, Edwards et Evans, qui en parlait. Il y a la même énergie hein, dedans, hein, donc effectivement, il y a toujours un petit retour là-dedans. Et dans tout ce que convoquait le film, dans cette espèce de tristesse, noirceur, moi je suis certain, parce qu'on ne l'a pas avec nous, il faudra que je le contacte, je suis certain que le The Crow d'Alex Proyas doit quelques trucs à ce Punisher. Voilà. Bah, si on cherche, le film était un peu précurseur, euh, que ça soit de The Crow, de Blade, de Logan, enfin, ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans des productions plutôt récentes, il le faisait déjà dans le premier Punisher. Oui, c'est le premier, hein, parce que c'est vrai que nous, quand on dit c'est la première adaptation, Marvel était ainsi, comme on a dit en début de podcast, ce qu'il faut noter, donc on va pas comptabiliser les tentatives de la canon, hein, entre guillemets, ou les séries 70s, c'est quand même la première adaptation, entre guillemets, officielle d'un personnage Marvel, hein. Oui, si on compte pas
comment ça s'appelle avec le canard là, Howard the Duck. Oui, dans ça, on compte pas. Même si on l'a chroniqué ici, ça, c'est autre chose. Qui a son charme aussi pour d'autres raisons, mais effectivement, oui, c'est quand même autre Et il chose. faut peut-être mentionner aussi que le film s'est tourné juste avant Batman de Tim Burton. Oui, Et les deux films sont sortis. Alors Batman est sorti avant, même s'il a été tourné après. Mais donc les deux films sont de la même année. Donc il y a pas de. Donc quand ils ont fait The Punisher, évidemment ils n'avaient pas vu le Batman de Burton. et il y avait des petites blagounettes à l'intérieur, ça, voilà, donc sans savoir derrière le bat. Oui, bon, après bon, c'est pas un podcast là-dessus, mais les Batman, enfin en tout cas les adaptations de Batman par Burton, voilà, c'est burtonien, donc c'est pas de l'adaptation littérale, hein, surtout pour le deuxième. Mais en tout cas, oui, de son côté précurseur, il amène ben, cette forme de noirceur, cette forme de ben, tout le début du premier Blade hein, de Stephen Norrington, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc lui aussi, il l'a vu, le coquin, et il l'a pas dit, hein. Non, puis le scénariste de Blade a été très méchant avec le premier Punisher. Oui, et ben nous, on sera, même si j'adore le premier Blade, on sera très méchant avec l'espèce de gloubi-boulga numérique qu'il y a à la fin du premier film. Cédric, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose dans cette fabuleuse chronique où tu as été efficace à chacune de tes interventions? Salaud. Non, eh ben, tu vois, moi, quand j'ai regardé Punisher, j'ai pensé à Batman souvent, en me disant que c'était peut-être un petit peu le pendant Marvel de Batman ou une tentative de récupérer un petit peu les codes, un super-héros noir, pas noir, mais dans le noir, tu vois, dark, il Oui, vit c'est dans pas des la même chose quand sous-sols. même, hein. Noir et Voilà, dans le noir. il est premier degré parce que, alors lui, c'est pas un détective, c'est un vengeur, c'est un mec, c'est un bourrin, tu vois, avec des pistolets, tout ça. Donc, en ça, moi, j'y ai vu un petit peu une tentative, ou en tout cas un pont, un parallèle avec Batman. Voilà, je trouvais ça Bah, plutôt. en fait, Alors, je sais pas, j'invente rien quand je dis ça, peut-être, hein. les deux films essayaient de faire la même chose. C'est-à-dire que ils étaient, Burton et Goldblatt, ils avaient tous deux l'idée d'en faire des espèces de néo-noirs. Et donc, je pense que c'est ça qui explique que ça se rapproche un peu Ouais, ça de se ce parle. côté-là. Et entre les deux, bah, je mettrais Darkman. Peut-être Sam Raimi a réussi dans sa tentative échouée de faire son Batman, et avec le Punisher qui sort un peu à la même époque. Tu vois, je me dis que Darkman, peut-être, il y a aussi beaucoup de ponts entre les deux personnages et ça en fait à sa façon une synthèse. Ben, ils ont pas de copine, hein, les deux, hein, donc c'est peut-être ça le lien de connivence. Non, je déconne, il fallait que je sorte une connerie. En tout cas, ce fut un plaisir, voilà, de t'avoir, Judith, dans cet épisode. Rendez-vous est pris parce que crois-moi que Dark Angel va arriver. Voilà, maintenant que, voilà, pour le plus grand plaisir de Cédric. Je pourrais Voilà. être là aussi. Ah ben, mais de toute façon, Cédric, je te l'ai dit, hein, tu es mon co-capitaine, donc pour le meilleur et pour le pire. Voilà, donc tu Mais moi, seras là. j'ai bien aimé ce podcast. Tu sais quoi? Parce que Ouais. j'ai bien aimé le rythme qu'on avait. J'ai bien aimé la possibilité d'en dire des choses différentes. Et je sors de là très satisfait. Ben, c'est ça l'idée aussi, hein. Et si tout le monde est d'accord, donc bon, après, il faut être d'accord quand même hein, sur ce genre de film. Mais non, mais c'est bien aussi qu'il il y ait d'autres points de vue, hein, pour pas que ça soit non plus la branlette à chaque épisode. Mais sache une chose quand même, c'est que moi, je convoque ce que nous ont dit les auditeurs dernièrement. Plusieurs auditeurs nous ont dit qu'ils veulent bien notre épisode dédié aux adaptations flinguées. Tu sais, avec Cool World, The Phantom, tout ça, là, tu sais, tout ce que Dick Tracy, qui veulent un spécial, hein. Ouais, et ben, on va leur donner en 2026, possiblement. Bon, Judith, j'espère que tu as apprécié la participation et ben moi j'attends ton go hein, et que tu me dises voilà hein, si oui ou non on peut lancer ce Dark Angel pour l'année prochaine. Moi j'attends que ça. Ah bah oui, non mais déjà c'était un plaisir. Et ensuite, rendez-vous est pris pour Dark Angel.
Oui, et puis après, tu sais, ici, c'est un peu aussi ta maison, hein. Donc, à un moment donné, si tu nous dis, bon, ben voilà, j'ai écrit un nouveau livre sur Commando, j'aimerais qu'on en parle, tu es la bienvenue, hein. On cherche un nouvel angle sur Commando. Ouais, je Sur désespérais Dément. net. On est là-dessus, tu vois, c'est notre obsession. Voilà. Mais il faudrait que quelqu'un écrive sur Commando. C'est. Je me demande si je vais pas m'y mettre un jour. Je sais pas. On va voir, mais ça mériterait. En tout cas, merci à tous les deux. Bah, je l'annonce aussi parce que, comme je te l'ai dit, Cédric, hein, il me disait quand est-ce qu'il y a la deuxième partie de Rambo? Eh Et ben, bah le bientôt. prochain épisode, eh ben, c'est pas celui-là. Donc, eh ben, pour une fois, moi, je fais plaisir à mon comité parce que nous sommes un comité, non pas un committee, voilà. Donc un comité et ils veulent aller du côté de la Corée parce que on a appelé ça le pays du soleil sanglant. C'est le prochain épisode thématique et c'est Cédric qui va driver. Moi je serai là pour faire un peu ce que Cédric a fait ce soir. Pour dire, pour dire de temps en temps que ben, soit je l'ai découvert cette semaine, soit je l'ai pas vu, voilà. Mais en tout cas, je vais lui laisser les manettes. Et je vous remercie encore une fois. Et comme on en a l'habitude ici même, et apparemment il n'y a que moi qui sais le faire, c'était 7ème dimension. Et à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.